Bonjour, bienvenue à ce webinaire de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Vous avez été quand même nombreux à vous inscrire à ce webinaire. À peu près une quarantaine d'entre vous ont signifié leur intérêt pour le webinaire, pour en savoir plus sur ce que ça fait un administrateur, ce que ça fait un président de l'Ordre. Donc, bienvenue. Je me présente, Nancy Marando. Je suis conseillère aux communications à l'Ordre des pharmaciens du Québec. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Ça me fait plaisir aussi de voir qu'il y a autant de gens qui s'intéressent à la vie, à la gouvernance de l'Ordre. Puis, on va vous présenter ce webinaire que Bertrand Bolduc, notre président, vous a préparé pour vous informer. Avant qu'on débute, je vais vous passer quelques petits messages là, que vous pouvez voir dans le questions-réponses. Donc, pendant tout le webinaire, on vous invite à mettre vos questions-réponses, vos questions en fait dans le question-réponse qui est à votre droite. Et on va tenter de répondre au plus grand nombre de questions possibles pendant l'événement. Vous avez aussi, vous pouvez aller sur notre site web, il y a une page, sur notre page d'accueil, vous avez un bouton pour les élections et en cliquant là-dessus, vous aurez toutes les informations sur les élections à venir, tous les documents, les formulaires à remplir si vous voulez poser vos candidatures. Donc, sans plus tarder, on va commencer et on espère qu'après avoir écouté ce webinaire, vous allez être nombreux à poser vos candidatures puis qu'on va avoir des élections enlevantes à l'ordre en 2023. Alors, Bertrand, je te cède la parole. Alors, merci beaucoup, Nancy. Pour ceux qui ne savent pas, Nancy, c'est aussi l'autrice de notre livre sur l'histoire de l'ordre. Hein? Alors, le livre est disponible sur le site web de l'Ordre. Alors, toute l'histoire de l'Ordre, c'est Nancy qui a mis ça en page, un super livre qu'on voit derrière elle un petit peu. Alors, c'est très important d'aller regarder ça, surtout si vous voulez devenir administrateur ou administratrice ou encore plus président ou présidente. Alors, merci beaucoup d'être là en grand nombre. Écoutez, quand on a eu l'idée de faire ce webinaire-là, je disais à Nancy, si on a 4-5 personnes, ça va être beau. On est bien au-delà de ça. Fait que je suis très content. Et l'objectif ce soir, c'est de vous expliquer un petit peu c'est quoi le rôle des administrateurs, c'est quoi le rôle du président, c'est quoi le mandat, dans quoi vous vous engageriez si vous posiez votre candidature et surtout si vous étiez élu. Donc ça, c'est bien important de savoir dans quoi qu'on s'embarque et je pense que ce genre de conversation-là, on est prêt à prendre toutes les questions, les réponses. Il y a sûrement des choses qu'on a oubliées. Mais en gros, je pense que ça peut être bien intéressant et tout de suite, je vous remercie de vous intéresser à la vie démocratique de l'ordre. C'est super important que les gens s'impliquent, que les gens comprennent le rôle de l'ordre et surtout des administrateurs. Comme ça permet de mieux gérer les attentes de tous et chacun. Alors, si on commence tout de suite, je vais commencer à vous parler du conseil d'administration. Alors, où on situe le conseil dans tout ce qui existe au niveau réglementaire? Alors, comme vous le savez, ici au Québec, on a des élections tous les 4 ans. On va élire des députés, certains vont être nommés ministres et un va être choisi comme chef et devient notre premier ministre. Donc, c'est l'Assemblée nationale qui est souveraine. Et évidemment, parmi tout le Conseil des ministres, en général, on va nommer un ministre responsable de l'application des lois professionnelles. Et présentement, la ministre responsable, c'est la ministre Sonia Lebel, qui est aussi la présidente du Conseil du Trésor. Se rapporte à la ministre le tribunal des professions, qui est le recours ultime dans les cas de discipline, mais de façon plus quotidienne, l'organisme qui gère les professions au Québec, c'est l'Office des professions. Alors, souvent, les gens se demandent, oui, on sait bien, l'ordre, il n'y a personne qui vous dit quoi faire, qui vous inspecte, qui vous analyse, qui vous suit, qui vous surveille. Ah, pas du tout. L'Office des professions, à travers les articles du Code des professions, surveille le travail des ordres professionnels. Comme vous le savez, probablement, il y a 46 ordres professionnels au Québec qui regroupent 55 professions. 26 sont actifs dans le secteur de la santé. Et aujourd'hui, primeur, en fait, hier,
le Conseil des ministres a nommé une nouvelle présidente de l'Office des professions, qui est Mme Dominique Derome, qui était déjà sur le conseil d'administration de l'Office et que nous connaissons, qu'on connaît très bien, moi et Manon, alors. Donc, ce n'est pas une surprise et c'est très certainement quelqu'un avec qui on va continuer d'avoir des bonnes relations. Par le Code des professions, il y a un autre organisme qui est créé, un organisme conseil qui s'appelle le Conseil interprofessionnel du Québec, le CIQ. Je vais en parler un petit peu plus tard tantôt, mais le CIQ, c'est l'Association des ordres, si vous voulez. Et une grosse partie de mon travail, et Manon aussi y participe, c'est de participer aux activités du Conseil interprofessionnel. Donc, on va parler de ça tantôt. Il y a également une espèce d'entité qui s'appelle le commissaire à l'admission. Dans la récente réforme de l'Office des professions, il y a eu cet organisme-là qui a été créé, ce bureau du commissaire, qui va surveiller les activités d'admission à la pratique des ordres professionnels. Alors, évidemment, comme vous le savez, l'admission, quand les gradués viennent de l'Université Laval, l'Université de Montréal, c'est pas trop compliqué, mais lorsqu'on a des diplômés étrangers, c'est un petit peu plus complexe. Et le commissaire à l'admission peut recevoir des plaintes et s'en occuper. Donc, en dessous de l'Office des professions, il y a les 46 ordres, dont l'Ordre des pharmaciens du Québec et l'ordre professionnel, comment tous les ordres professionnels sont structurés du plus petit au plus gros. Le plus gros en nombre de membres, c'est l'Ordre des infirmiers et infirmières. Le plus petit en nombre de membres, c'est, je pense, l'Ordre des sages-femmes du Québec, qui a à peu près 300 membres. Mais essentiellement, on a un conseil d'administration, le comité exécutif, on a des comités qui sont statutaires, donc qui existent dans tous les ordres professionnels, comité de révision, d'inspection, comité de formation, conseil de discipline, et évidemment, on a le département du syndic et d'autres comités. Et une fois par année, évidemment, on rend compte de nos activités, non seulement à l'Office, mais aux membres, donc à tous les pharmaciennes et les pharmaciens du Québec, lors de l'Assemblée générale des membres qui a lieu habituellement, dans notre cas, fin septembre, début octobre. Donc, en gros, où on situe les ordres professionnels, c'est un peu à ce niveau-là. Et c'est quoi le rôle du conseil? Bien, il est défini par le Code des professions, mais essentiellement, c'est la surveillance générale de l'ordre. On n'est pas des employés de l'ordre, on devient l'organisme ou la structure qui supervise les activités générales. On va discuter, évidemment, approuver les orientations stratégiques. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme activité de développement, les nouveaux projets? À tous les ans, évidemment, on va approuver le budget. Donc, ça s'en vient. Ça va être lors du prochain CA du 19 avril. Et évidemment, on va s'occuper de gouvernance. Donc, comment fonctionne l'ordre, les différents comités, les politiques, les procédures. On va s'occuper de tout ça. En gros, c'est le rôle du CA. Comment ça fonctionne chez nous? Ça peut différer un petit peu d'un ordre à l'autre, mais à l'Ordre des pharmaciens, on a choisi de fonctionner comme ça. Alors, chez nous, tant pour la présidence que pour les administrateurs, ce sont des mandats de 4 ans. Donc, si vous posez votre candidature, vous êtes élu, ça va être pour un mandat de 4 ans et c'est un maximum de 2 mandats consécutifs. Il faut noter que si vous remplacez une vacance, donc si on avait un administrateur qui démissionnait ou un président qui démissionne, ben, le bout de mandat que vous allez remplacer, nommé par le restant du conseil, il ne compte pas. Donc, c'est 2 mandats pleins consécutifs qui comptent. Et dans notre cas, c'est 4 ans. Dans d'autres ordres, ça peut être 3, ça peut être 2, et ça peut être un maximum de 3 mandats. Donc, nous, on aurait pu décider de dire c'est 3 fois 4 ou 3 fois 3, comme à plusieurs endroits. Dans notre cas, on a décidé que 2 fois 4, c'était suffisant. L'élection du président se fait au suffrage universel. Encore là, ça peut dépendre dans certains ordres. C'est le conseil d'administration qui va élire parmi les administrateurs un président ou une présidente. Dans notre cas, on a préféré que ça soit au suffrage universel. Il y a des avantages et des désavantages aux deux façons. Nous, on pense que c'est plus représentatif là, du membership si ça se fait au suffrage universel. Et on a regroupé des régions pour nommer les administrateurs. Donc, à l'époque où j'ai commencé, alors, on était 24 administrateurs et maintenant, on est 16. Donc, encore une fois, lorsqu'on a révisé le Code des professions il y a quelques années, c'est dans les normes de gouvernance de réduire la taille des conseils. Donc, on a dû réduire notre conseil à 16 administrateurs, qui est le maximum. Et dans notre cas, c'est 11 pharmaciens de 5 régions différentes, 4 administrateurs qui sont nommés par l'Office des professions et le président ou la présidente. Si, pour une raison ou pour une autre, dans le cadre des élections, on n'avait pas eu un administrateur qui a moins de 35 ans, le conseil doit nommer
on fait un appel de candidature, on doit nommer un administrateur de 35 ans et moins. Dans notre cas, ça n'a jamais été un problème. On a toujours eu des jeunes pharmaciens et pharmaciennes en bas de 35 ans sur le conseil. C'est toujours le cas présentement. Donc, on est conforme à la loi. Donc, je ne sais pas si on veut prendre des questions, mais je pense qu'on peut continuer un petit peu, puis on prendra les questions un petit peu plus tard, Nancy. Donc, c'est quoi le rôle des administrateurs? Donc, je vais commencer à parler du rôle des administrateurs, administratrices. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a probablement plus de gens qui sont en ligne présentement, qui sont intéressés par ce rôle-là plutôt que par le rôle de président. D'abord, ça commence par l'élection et l'entrée en fonction, c'est le premier CA qui suit les élections. Dans notre cas, ça va être à la fin mai. Et on a une journée de formation habituellement au début juin. Donc, vous allez venir à l'ordre et on va avoir les différentes fonctions de l'ordre qui vont venir vous présenter ce qu'ils font. Et normalement, je participe à cette journée-là pour vous expliquer encore une fois comment ça fonctionne le conseil de façon plus formelle. On a entre 6 et 10 réunions par année pour le CA. Je dis entre parce qu'il y en a des statutaires, 5-6 de statutaires, puis il y en a des fois des rencontres extraordinaires ou des affaires urgentes, ou des fois, c'est plutôt des délais réglementaires qui nous obligent à faire des séances, là, et ces séances additionnelles-là, le plus souvent, vont être à distance. Mais on en a 5-6 par année, et il y en a une qu'on appelle les journées de réflexion. Donc, en général, cette séance-là, c'est du dimanche au mardi. Ça commence le dimanche après-midi, puis ça finit le mardi en fin de journée. Puis on tient ça première ou deuxième semaine de novembre. En général, les administratrices et administrateurs, on va leur confier une participation à un ou plusieurs comités. Donc, dépendamment de votre expérience, si vous venez d'arriver au CA, ça va être peut-être des comités qui se réunissent un petit peu moins souvent ou qui sont moins formels, mais à mesure que vous allez prendre l'expérience, vous allez embarquer fort probablement sur des comités plus, je ne dirais pas plus importants parce qu'ils sont tous importants, mais plus exigeants peut-être. Donc, les comités les plus exigeants, évidemment, c'est comité d'audit, comité de gouvernance, comité d'inspection et comité exécutif. Évidemment, on s'attend à ce que vous soyez préparés. Donc, ça prend du temps. Vous recevez en général une semaine avant les réunions ce qu'on appelle le package, donc tous les documents, des fiches synthèses qui vont présenter chacun des dossiers qu'on va discuter. Il y a des dossiers qu'on va décider, on va prendre des décisions. Il y a des dossiers qu'on va présenter pour orientation, donc on va sonder l'opinion des membres du conseil sur comment on va avancer ces dossiers-là. Puis il y a des dossiers pour information qu'on va discuter, puis aussi des dossiers de reddition de compte des comités, donc les différents présidents comités vont venir au conseil, soit verbalement ou par écrit, essentiellement dire qu'est-ce qui s'est passé dans leur comité depuis la dernière réunion. Parfois, il y a certaines formations du conseil interprofessionnel qu'on va demander aux administrateurs dessus. Il y en a une qui est plutôt de base, là, mais qui explique comment ça fonctionne les ordres professionnels, puis c'est quoi le rôle. Donc ça, en général, on l'oblige, mais il y a d'autres formations qui sont obligatoires, notamment sur la diversité, puis les différences ethnoculturelles. Donc ça aussi, ça se fait à distance en général. Qui peut être administrateur? Ben, c'est n'importe quel pharmacien, pharmacienne, mais évidemment, est-ce qu'il y a des profils particuliers ou c'est plutôt des aptitudes qu'on va rechercher? Vous allez voir sur le site de l'Ordre, on a mis le profil d'administrateur recherché, mais il n'y a pas de milieu en particulier ou d'expérience en particulière qu'on va chercher. On va chercher quelqu'un qui a du jugement. En général, les pharmaciennes et les pharmaciens, on s'attend à ce que vous ayez du jugement, mais chaque personne va contribuer à partir de sa formation et son expérience. Le but, ce n'est pas d'aller chercher des experts autour de la table. En général, en fait, on ne vous demande surtout pas de jouer à un expert. Si on a besoin d'un expert dans un domaine en particulier, on va aller le chercher. Mais le rôle, ce n'est pas de dire ben, moi, je suis un expert en ceci ou cela, donc ce serait bon que je sois élu. Ce n'est pas nécessairement ça l'enjeu. On veut avoir des gens qui ont une belle vision, qui comprennent le plan stratégique ou qui veulent participer à sa mise à jour et à sa mise en place et à son exécution. On ne cherche pas des experts. Évidemment, si vous ne suivez pas ce qui se passe dans les enjeux de la profession, si vous ne lisez pas les médias, si vous ne faites pas vos formations continues, si vous n'êtes pas un peu ces médias sociaux pour voir les nouvelles, vous ne lisez pas le journal le matin en vous levant,
vous ne suivez pas un petit peu la politique, parce qu'évidemment, les ordres professionnels, on agit dans un contexte politique, ben, vous ne trouverez peut-être pas ça intéressant, vous allez peut-être avoir à pédaler un peu plus, parce qu'inévitablement, l'ordre, on n'est pas déconnecté de tout le reste de la société. Et l'avancement de la profession, les nouvelles activités, ce qui se passe présentement dans le secteur de la santé, ben, il faut se tenir au courant quand même de pas mal de ce qui se passe parce que c'est super important pour nous et ça module, ça influence, ça nous permet d'aller plus vite, moins vite. Ça va nous influencer notre positionnement sur certains dossiers. Donc, c'est super important de se tenir à jour. Il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas un représentant, comme administrateur ou administratrice d'une région et d'un ensemble de régions, vous n'êtes pas redevable aux pharmaciens de votre région. Vous n'êtes pas le député de la région de la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, Mauricie. Vous êtes un pharmacien membre du conseil et vous représentez tous les pharmaciens du Québec et vous êtes là pour faire fonctionner l'ordre. Vous avez un rôle fiduciaire envers l'organisation. Vous n'êtes pas un représentant de vos électeurs. Mais évidemment, on veut avoir une représentation régionale et c'est pour ça que la carte du Québec est découpée comme ça et qu'on fait les élections de cette façon-là. Vous n'êtes pas là pour gérer l'ordre. L'ordre, il y a à peu près 75 employés à temps plein, l'équivalent de. La directrice générale de l'ordre, c'est Manon Lambert, c'est elle qui gère l'ordre. Elle a des directeurs principaux pour différentes directions. Puis après ça, il y a d'autres gestionnaires. C'est eux qui gèrent l'ordre. Vous, vous êtes là pour contribuer au dossier à un niveau stratégique. Donc, on approuve comment fonctionne l'ordre à travers ses politiques. On va évidemment discuter on va recevoir des drafts de normes et de guides de pratique, on va les critiquer, on va les bonifier, on va les approuver et par la suite, on va les approuver pour les mettre en place dans les pharmacies partout au Québec, les établissements. Et on va surtout, pas souvent, pas tous les conseils, mais lorsque c'est adéquat de le faire, on va procéder à des changements réglementaires. Alors, il y a certains règlements sur lesquels on va travailler, on va les mettre à jour et après, on va demander leur approbation par l'Office des professions et dans certains cas, par le Conseil des ministres. Donc, nous, on est là pour réglementer, normer, guider la profession. Notre job, c'est ça. Et notre contribution aussi, la contribution des administrateurs aussi va se faire une fois de temps en temps lors de changements législatifs. Le gouvernement, par exemple, vient de déposer une loi sur pour contrôler les agences de placement dans le secteur public. Alors, il faut le revoir. Si l'ordre, nous, on veut présenter un mémoire, même peut-être aller présenter en commission parlementaire, est-ce que ça va influencer la pratique en pharmacie dans le système de santé? Évidemment, il y a les établissements. Dans les établissements, il y a des pharmacies, il y a des pharmaciens d'établissement. Est-ce que les agences qui travaillent avec des pharmaciens d'établissement vont être inclus dans le projet de loi? C'est tous des trucs qu'on va regarder. Puis là, on va interagir souvent avec nos parties prenantes, les partenaires de la grande famille de la pharmacie. Puis on va leur dire, bon, ben, vous autres, vous positionnez comme ça, nous autres, on voit les choses comme ça, etc. Donc, ça se peut que parfois, on va demander l'avis et des administrateurs et administratrices sur les mémoires puis sur les changements de loi que le gouvernement propose. Évidemment, comme vous le savez, il y a le plan santé qui s'en vient. C'est clair et net qu'on a travaillé là-dessus et que les administrateurs y ont contribué. Donc, en gros, c'est un rôle d'évaluation de ce que souvent la permanence va nous proposer de faire. On va le challenger ce qu'il nous est présenté. On va poser des questions. Pourquoi, comment ça se fait? Puis avez-vous oublié ci, puis avez-vous oublié ça? Puis est-ce qu'on pourrait rajouter ceci ou cela? On va bonifier le document. On va le réviser. On va l'approuver. On va le monitorer. Tout ça à un niveau stratégique. Les couleurs du document, le logo, les petites photos, ça ne nous intéresse pas. On n'est pas là pour faire la job, on est là pour l'approuver puis la bonifier dans son ensemble à un niveau stratégique. Et l'expression qu'on utilise souvent en gouvernance, c'est « nose in, fingers out ». Alors, on se penche, on regarde, on sent, ça sent-tu bon, c'est bon, mais on ne se met pas les mains dans la cuisine. Ça, c'est les gens de la permanence qui font ça.
Alors, les régions, comment c'est divisé à l'ordre? Parce que c'est probablement divisé un petit peu différent de nos associations, que ce soit la PPSQ, la QPP ou la PES. Alors, on a regroupé plusieurs régions pour avoir plusieurs postes par région. Alors, comme vous voyez, on a un poste pour les grandes régions regroupées de Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, l'Île-de-la-Madeleine, Côte-Nord, Abitibi, Témiscamingue, Nord du Québec, Saguenay, Lac-Saint-Jean. Alors, étant donné le poids relatif des pharmaciens dans ces régions-là, on les a tous regroupés pour faire un poste. Et vous remarquerez que dans les 4 autres régions, on a au moins 2 postes. Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Mauricie, 2. Laval-Laurentides, Laurent-Lanaudière, Outaouais, 2. Montréal, 3. Puis Montérégie, Estrie, Centre du Québec, 3. Pourquoi on a fait ça? Mais essentiellement pour ne pas avoir des élections, on en a tous les 2 ans. Donc, à Québec, par exemple, Chaudière-Appalaches, Mauricie, il va y avoir un poste à tous les 2 ans en élection. Même chose dans la région 3. À Montréal, c'est 1 fois 2, 1 fois 1. Puis, même chose pour la région 5. Pourquoi on fait ça aussi? C'est pour regrouper plus de régions, pour avoir un poids démographique, je vous dirais, qui permet, comment je veux dire ça, aux pharmaciens de milieu hospitalier d'avoir une chance de se faire élire. Parce que si on aurait fait ça par petite région, bien, il y aurait des régions où le poids des pharmaciens hospitaliers serait trop faible pour avoir une chance de se faire élire si, pour une raison ou pour une autre, les gens disaient, ben non, nous autres, on est une officine, on vote juste pour les gens du communautaire, ben là, c'est moins le fun. Alors qu'en divisant les choses comme ça, je pense que ça donne une meilleure chance d'avoir des gens du milieu hospitalier. En tout cas, à date, ça a bien fonctionné parce que c'est important d'avoir une représentativité pas juste régionale, mais aussi des milieux de pratique. Si on avait juste des pharmaciens communautaires, bien, les enjeux du milieu hospitalier ne seraient pas représentés. Mais là, présentement, vous avez 11 pharmaciens au conseil d'administration, 12 avec moi, puis il y en a 4 qui ont une influence importante, une expérience importante du milieu hospitalier qui sont encore actifs. Donc, ça donne un très bon mix, très bonne discussion qui peuvent arriver. Vous allez remarquer qu'on a 4 administratrices nommées par l'Office des professions. Alors, ça, c'est aussi commun à tous les ordres. On a dans tous les autres professionnels des administrateurs nommés par l'Office des professions. Et dans notre cas, on en a 4. Ailleurs, ça peut être 3 si les CA sont de 12, mais en général, ils représentent 25 des postes. Alors, pourquoi on a ça? Bien, c'est pour s'assurer qu'on a des gens, je ne sais pas qu'ils sont là pour nous surveiller, ils sont là pour, ils ont le même rôle que les autres administrateurs, ils ont les mêmes devoirs, ils ont les mêmes privilèges, mais l'idée là-dedans, c'est d'avoir des gens qui représentent le public et qui s'assurent qu'on suit notre mission de protection du public. Et en général, l'Office des professions vont nommer 2 membres, 2 administratrices nommées qui sont des professionnels membres d'un autre ordre. Dans notre cas, on a une CPA et on a un autre membre, je pense, des administrateurs agréés, tandis qu'on a toujours 2 membres qui ne sont pas membres d'un ordre professionnel. Donc, dans ce cas-là, on a une personne qui provient du milieu des comités d'usagers hospitaliers et on a une autre personne qui a une expérience en économie, gouvernance. Et les profils qu'ils nous envoient, on va demander certains profils. Donc, nous, en général, on va demander quelqu'un qui a un profil au niveau légal, au niveau comptable, gouvernance. Et la dernière fois, on a demandé quelqu'un qui avait une expérience en technologie de l'information, parce que, comme vous le savez, c'est un sujet important. Et on nous a fourni une dame qui a une très grande expérience dans ce domaine-là. Et j'ai mis administratrice parce que dans notre cas, on demande toujours des femmes. Pourquoi on demande des femmes? Parce que malgré le fait qu'en pharmacie, il y a 70% de femmes, on se ramasse toujours avec plus d'administrateurs que d'administratrices. Donc, pour équilibrer, pour avoir une parité, bien, on peut compenser en ayant des administratrices nommées par l'Office. Et dans notre cas, bien, ça nous permet d'atteindre une situation de parité, ce qui est très bien. Alors, présentement, le conseil d'administration est composé des personnes que vous voyez à l'écran. Donc, comme vous le savez, moi, je termine à la fin mai. À Montréal, on a 3 administrateurs. Jean-Philippe Adam, qui a été élu en 2021. Donc, lui, il n'est pas en élection, il sera en 2025. L'autre administratrice, c'est Beverly Salomon. Beverly, elle a été nommée pour remplacer une vacance. Donc, c'est une élection à son premier mandat. Et on a Martin Franco qui termine en 2023. Martin qui aura fait 10 ans
à l'ordre parce que lui, il avait commencé en remplaçant quelqu'un puis il était élu 2 fois par la suite. Dans la région Montérégie, Estrie, Québec, on a Geneviève Caillé qui a été nommée en 2009, élue en 2021, donc elle va retomber en élection en 2025. On a Antoine Mathieu Piotte qui a été élu il y a 2 ans et le poste qui se libère, c'est celui d'Éric Gamache. Éric a été nommé en 2017, il a été élu en 2023, en 2019 pour un premier mandat. Puis en 2023, il serait normalement en élection, mais il a déjà annoncé qu'il ne se représentait pas. Donc, il y a un poste ouvert là, dans cette région-là. Au niveau de la région de la Capitale-Nationale, je te dirais Appalaches-Mauricie, il y a 2 administrateurs. Il y a Denis Villeneuve qui a été élu il y a 2 ans. Donc, lui, il est toujours là. Et José Grégoire, qui a été élu la première fois en 2019, qui est en élection cette année. Et j'ai parlé de Montréal, et il reste Laurentide, Laval, Lanaudière et Outaouais. Donc, on a 2 administrateurs dans cette région-là. On a François Duhamel qui termine en 2023. Même chose pour François, il avait été nommé la première fois, il a été élu 2 fois, presque 11 ans au CA, François, donc un autre gros morceau qui part. Et on a José Falardeau qui a été élu en 2021, donc elle n'est pas en élection cette année. Fait que ça ressemble à ça, les postes qui sont disponibles cette année. Donc, certains se représentent, d'autres non. Puis il y a des nouvelles personnes qui vont être élues inévitablement à Montréal, dans Laurentide, Lanaudière, Ottawa, Laval, et une en Montérégie-Estrie, centre du Québec. Donc, bon, je vais un peu trop vite. Donc, les postes à pourvoir, c'est ça, on en a 5 sur 11. Voilà, les postes sont en élection cette année. Donc, voilà. La présidence. Alors, la présidence, comme vous le savez, ça arrive à tous les 4 ans. Moi, j'étais chanceux, j'ai toujours été élu par réclamation. Il faut croire que les gens n'étaient pas trop intéressés. Comme vous le savez, moi, j'ai remplacé à pied levé Diane Lamar en 2014 lorsqu'elle a quitté pour être élue députée de Taillon. Ben voilà, c'est le temps pour moi de laisser ma place à quelqu'un d'autre. Et cette photo-là, pourquoi qu'il y a une photo comme ça? Ben, c'est parce que ça peut être des messieurs, mais ça peut être des madames aussi. On a eu des femmes présidentes. Alors, on a bien sûr eu Diane Lamar, mais on a eu avant ça Janine Matt là, à la fin des années 90, début 2000. Donc, pourquoi pas? Les deux dames qui sont là, si vous ne connaissez pas, la dame en bas à votre droite, c'est la présidente de la Croatie. Et l'autre, c'est Micheline Bachelet, là, qui était la présidente du Chili à un certain moment. Je pense qu'elle a terminé, par exemple. La même chose pour Barack Obama, lui aussi, ça fait un petit bout qui n'est plus là. Alors, qu'est-ce qui fait le président de l'Ordre? Alors, la première tâche, c'est vraiment de gérer ce qui se passe au conseil d'administration et entre les réunions du CA. Parce que ce qui se passe, évidemment, si on se réunit 6 à 10 fois par année, bien, entre les réunions, bien, tout le monde a des emplois, tout le monde travaille, tout le monde a d'autres choses à faire. Comment on fait pour rester au même niveau, moi je qualifierais ça, comment je dirais ça, au même niveau informationnel? Bien, moi, ce que je fais beaucoup de temps à discuter avec les membres du CA entre les meetings, mais aussi à leur envoyer de l'information, je ne dirais pas à tous les jours, mais quasiment par email pour les mettre au courant de ce qui se passe. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a une nouvelle présidente de l'Office des professions. Bien, c'est sûr que j'ai envoyé un email à tous les administrateurs. On dit, ben là, ils ont finalement nommé quelqu'un à l'Office. On la connaît. On a une bonne relation. On n'entrevoit pas de problème avec l'Office, avec cette personne-là, puisqu'on la connaît très bien. L'autre rôle, c'est de porter les enjeux politiques. Donc, évidemment, tout ce qui est opérationnel de l'ordre, moi, je ne me mêle pas de ça. Récemment, j'ai un email d'un pharmacien qui me dit ben, quand est-ce que je vais recevoir mon permis, j'ai soumis ma demande d'admission, etc. J'ai aucune idée. Puis, je n'appellerai pas non plus quelqu'un du département d'admission pour ça parce que je n'ai pas à me mêler des choses opérationnelles. Mais lorsque c'est des enjeux politiques, donc des discussions avec les autres ordres, discussions avec le gouvernement, le ministère, d'autres parties prenantes, on va en parler tantôt, là, je vais être très actif. C'est un rôle de chef d'orchestre dans le sens où c'est qu'on veut que le conseil d'administration soit assez bien en synchro avec la permanence. Évidemment, il peut y avoir des différences d'opinion puis de divergences stratégiques, mais en général, on va s'essayer pour que ça fonctionne bien, que ce soit agréable, que ce soit constructif.
Donc, c'est super important de faire ça. Et ce qui est particulier dans les ordres professionnels, c'est que le président de l'ordre, en général, est le porte-parole au niveau des médias. Donc, c'est un rôle qui peut être délégué parfois à d'autres. Très souvent, à la directrice générale, sur certains enjeux, on va laisser la directrice générale plus faire les communications. Mais dans notre cas, moi, j'en fais quand même pas mal. Puis si vous écoutez Masbourian demain matin, je devrais passer vers 6h23. Donc, c'est souvent le matin, mais il y a des journées où on peut se lever puis on a plein d'entrevues à donner alors qu'on n'anticipait pas ça nécessairement. Mais bon, ça fait partie de la game. Des fois, il y a des actualités qui font que, soit positif ou positivement ou négativement, on doit intervenir dans les médias et ça fait partie du rôle. Le président, il va présider les séances du conseil d'administration. Comme on disait tantôt, le CA, c'est un levier. On veut que les gens vraiment évaluent, critiquent, challenge, bonifient, approuvent et monitorent les dossiers. Donc, c'est important qu'ils soient au courant de tous les enjeux, de ce qui se passe, de comment les dossiers avancent. Et chaque séance du conseil d'administration est évaluée par les membres du CA. Donc, les gens vont évaluer chaque séance pour voir s'il y a des choses qu'on peut améliorer, est-ce que le droit de parole a été bien géré, etc. Est-ce que les discussions ont été bien équilibrées? Est-ce qu'on n'a pas trop, on est assez intervenu par rapport au niveau des gens de la permanence? On veut que ce soit une discussion dynamique. S'il y a juste les gens de la permanence qui parlent, ben, c'est pas très bonifiant pour les dossiers, mais inversement, on ne veut pas prendre le contrôle technique et opérationnel des dossiers non plus. Le président représente l'Ordre au Conseil interprofessionnel du Québec. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Conseil interprofessionnel, c'est l'association des ordres. On se rencontre 5 à 6 fois par année minimum. Des fois, il y a d'autres meetings de plus. Et ben, le CQ, là, imaginez, c'est un peu comme les Nations unies. On a une grande table avec 46 personnes autour, plus la présidente et le directeur général du CQ. Et là, ben, c'est là qu'il y a des discussions sur des enjeux communs. Le président fait partie du conseil et j'ai le droit de vote au conseil. En général, la quasi-totalité des décisions qu'on prend au conseil sont à l'unanimité, mais si on avait des décisions un peu plus serrées à prendre, j'ai droit de vote et si c'est moitié-moitié, ben, je peux avoir un vote prépondérant. C'est jamais arrivé dans les 9 années que j'ai présidé le conseil, donc c'est pas quelque chose qui arrive souvent, mais ça pourrait arriver. Et chez nous, à l'Ordre des pharmaciens, on a décidé que le président il travaillait à temps partiel. Alors ça, c'est un peu bizarre parce qu'il y a des ordres professionnels qui sont beaucoup plus petits que nous autres, puis les présidents sont à temps plein. Je ne sais pas trop tout le temps qu'est-ce qu'ils font. Mais dans notre cas, nous autres, le président est entre guillemets, rémunéré pour l'équivalent de 3 jours par semaine. En pratique, c'est une job qui on est toujours sur appel. Fait que ça se peut que des jours, je sois moins disponible parce que je fais d'autres choses, là, mais en général, s'il y a des entrevues à donner, s'il y a des rencontres de ministres, s'il y a des rencontres de chefs de cabinet, s'il y a des rencontres avec le collège des médecins, ben, il faut que j'aille un horaire assez flexible pour pouvoir faire ça parce que c'est des rencontres qui sont super importantes. Donc, ça, on ne peut pas s'en sortir. Fait que je dirais que quelqu'un qui voudrait se présenter à la présidence, il faut qu'il y ait un horaire assez flexible. Et il y a quelques comités qui sont présidés par le président. Le comité exécutif, dont on va reparler un petit peu tantôt. Comité d'attribution des prix, ça c'est toujours assez le fun parce qu'on récompense des pharmaciennes et des pharmaciens méritants. Et je siège au comité de gouvernance, mais je ne le préside pas. Alors, une partie du travail du président qui prend le plus de temps, puis je vous dirais qu'il est le moins visible par les membres, c'est tout le temps qu'on passe avec les autres ordres professionnels. Et dans notre cas, évidemment, c'est le Collège des médecins, l'Ordre des infirmières et infirmiers, la physiothérapie. Pas plus tard qu'avant hier, j'ai été consulté par l'Ordre de la physiothérapie sur leur plan stratégique, les podiatres, les travailleurs sociaux, les dentistes, les optométristes, les inhalothérapeutes, les psychologues, il y en a plein. Et ces gens-là vont interagir avec nous. C'est sûr que toutes les professions où on a des activités de prescription, bien évidemment, on interagit beaucoup plus. Mais dans le cadre là, présentement du plan santé, où chaque ordre professionnel a des demandes pour élargir leur pratique,
c'est clair et net qu'on a énormément de discussions avec les autres ordres. Fait que je vous dirais, c'est une des choses qui prend le plus de temps. Les médias, ça a beaucoup d'impact, c'est très visible, mais ça ne prend pas tant de temps que ça. Demain matin, Masbourian, là, je vais l'appeler à 6h20, je vais passer à 6h23, puis à 6h28, ça va être fini, puis je vais soit aller prendre mon déjeuner ou aller me coucher, mais c'est fini après. Mais quand tu rencontres ces gens-là, des autres ordres professionnels, ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Mais parce qu'il faut discuter à fond, il faut développer des relations, il faut que ça devienne des gens de confiance pour nous, puis nous, on doit être de confiance pour eux. Fait qu'on passe énormément de temps avec eux autres. En tout cas, moi, j'ai investi énormément de temps dans les 9 dernières années dans ma relation, puis dans notre relation de l'organisation, Manon, Patrick et les autres intervenants avec le collège. Puis, force est de constater que ça a donné certains résultats parce qu'on a plein de dossiers avec eux, l'aide médicale à mourir, le plan de santé, projet de loi 31, un paquet de normes de pression, etc. Puis on a une bonne écoute, une bonne réaction du collège et des autres ordres. C'est parce qu'il faut mettre le temps. Les autres gens avec qui on travaille énormément, c'est ce qu'on appelle les parties prenantes. Donc, évidemment, dans notre cas, toutes nos associations. Évidemment, on parle assez régulièrement à la QPP, à la PES, à la PPSQ, à l'Association des chaînes et bannières du Québec, à l'Association des ATP, qui vont peut-être changer de nom parce qu'ils vont inclure les TP qui s'en viennent aussi, avec la FPQ des fois aussi. Et on a aussi évidemment des relations avec des associations médicales, les médecins spécialistes, les médecins omnipraticiens, donc Dr Amiot, bon, je vais avoir un blanc, Dr Oliva de la FMSQ, le regroupement des Québécois des résidences pour aînés, les associations de l'industrie pharmaceutique, tant pour les médicaments novateurs Canada, mais aussi pour l'Association des génériques. Je n'ai pas mis leur logo là-dessus, mais on leur parle régulièrement de différents enjeux. Eux autres vont nous interpeller. Hey, les pharmaciens, qu'est-ce que vous allez faire? Tel truc, ça te dérange-tu? Est-ce qu'on peut faire ça? Etc. Donc, on a énormément de temps à passer avec les parties prenantes. Et, bien, en 2023, maintenant, les médias sociaux sont très présents. Comme vous savez, on a un groupe Facebook des pharmaciens, j'appelle ça le groupe privé, en gros guillemets, parce qu'on est 9100 dessus. Mais il y a beaucoup de discussions sur plein de sujets, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc. L'ordre, on a nos propres comptes sur les médias sociaux. Fait que c'est important de suivre les discussions, savoir avoir le pouls de ce qui se passe sur le terrain pour être en mesure d'intervenir rapidement si nécessaire. En tout cas, pendant la pandémie, ça a été extrêmement utile que tout le monde puisse s'exprimer. Je pense que c'est très sain qu'on ait les enjeux qui soient soulevés par les membres rapidement. Et comme ça, on peut agir en conséquence. Des fois, on a du plus beau sur les médias sociaux. Des fois, on a des choses un petit peu plus raides. Mais en général, dans notre cas, nous autres, les pharmaciens, je pense qu'on fait un très bel job. Mais c'est le rôle de tous les administrateurs, mais aussi du président de suivre la discussion jusqu'à un certain point. Je ne réponds pas trop souvent, mais une fois de temps en temps, je le fais. Mais c'est super important de suivre ce qui se passe. On a des politiques et des procédures qui décrivent ça de façon un peu plus claire et complète et compréhensive, mais essentiellement, le rôle du président, c'est que ça marche. Que tout le monde ait le goût de contribuer, que tout le monde soit dynamique, que tout le monde soit constructif. Si on a des conflits, il faut les régler. Si on a des gens qui ne sont pas d'accord, il faut essayer de les rallier. Et c'est un gros rôle à faire. Moi, je suis assez chanceux. J'ai toujours eu des très bons conseils d'administration, très, très peu de situations où on avait des gens qui étaient désenlignés. Je ne dis pas que tout le monde pense pareil, ce n'est pas du tout le cas, mais je pense que les gens sont capables de se rallier puis comprendre que les solutions qu'on prend souvent ne sont pas toujours parfaites, mais sont les meilleures dans les circonstances où on les prend. Donc ça, c'est un très grand rôle. Vous avez ces documents-là, évidemment, aussi sur la page de l'ordre. Les actions directrices, les principes directeurs, tant avec les membres qu'avec la permanence qu'avec les parties prenantes, je pense qu'il faut être diligent. Qu'est-ce que ça veut dire être diligent? Ça veut dire pas traîner. Il faut répondre vite, il faut revoir les documents qu'on nous envoie vite. Moi, à chaque fois que je ne fais pas quelque chose, je retarde le travail de quelqu'un.
je retarde le travail des gens au COM, des gens à l'inspection, les gens aux affaires externes. Si je suis pas rapide, ça peut nuire à l'efficacité de l'organisation. Donc, moi, je me fais un devoir de répondre le plus vite possible, en particulier à mes adjoints pour les rendez-vous, les agendas, parce que c'est souvent compliqué à gérer. Il faut être ouvert d'esprit, il faut être disponible. Comme je vous dis, si vous êtes disponible une demi-journée par semaine comme président, oubliez ça. Si vous avez une pharmacie, vous faites 60 heures, vous ne serez pas capable de faire la job. Ça ne marche pas. Il faut avoir une disponibilité. Il faut être rigoureux, intègre, évidemment. Il faut respecter les gens. Puis il faut avoir une relation de confiance avec la directrice générale. Si vous n'êtes pas capable de vous endurer, si vous trouvez que la personne en place présentement, elle ne vous plaît pas pour toutes sortes de raisons, puis vous vous présentez à l'ordre pour la changer, c'est peut-être pas le meilleur scénario possible. Il faut comprendre les enjeux, il faut être stratégique, puis il faut vraiment comprendre que notre rôle, il est politique, il est d'influence, puis l'administration, puis le opérationnel, c'est pas notre job. Avec la direction générale, il faut que ça forme un tandem. Je vous dirais qu'avec le temps, c'est sûr que c'est plus facile. Au début, on ne comprend pas toujours la perspective de l'autre qui doit amener l'organisation puis qui a toujours des ressources limitées puis des activités à livrer de façon statutaire, l'admission, l'inspection, le syndic, etc. Mais à force de travailler ensemble, on finit par se comprendre beaucoup mieux. Et dans le cas de moi et Manon, après 9 ans, là, elle commence une phrase, je peux la finir. Hein, parce que ça fait tellement longtemps qu'on se parle plusieurs fois par jour, à tous les jours, que c'est très, très, très facile. Mais il faut comprendre le rôle de chacun, il faut se respecter là-dedans, il faut travailler ensemble pour que ça fonctionne. Et ça, que ce soit dans un ordre professionnel ou dans une compagnie cotée en bourse, le président du conseil de la banque CIBC, puis le président de la banque, il faut qu'il travaille comme ça aussi, c'est clair et net. Donc, il faut comprendre la culture d'organisation. La culture à l'ordre pour les employés, pour la permanence, est très différente que celle dans une pharmacie ou dans un établissement. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même genre d'organisation. Donc, il faut comprendre ça. Il faut comprendre qu'il y a un nombre limité de personnes, il y a un historique, il y a une façon de procéder les choses, il y a des comptes à rendre à l'office, il y a des formulaires à remplir pour le gouvernement, il y a toutes sortes d'affaires. Donc, il faut comprendre comment ça fonctionne aussi. Il faut s'intéresser à l'organisation pour bien travailler avec. On a plein d'autres politiques à l'ordre. On a un politique sur le mandat du conseil. Ça aussi, c'est sur le site pour savoir à quoi ça sert le conseil. Politique de fonctionnement du conseil d'administration et du comité exécutif. Je n'ai pas parlé beaucoup du comité exécutif, mais le comité exécutif, essentiellement, c'est le président, 3 pharmaciens, une administratrice nommée. Qu'est-ce qu'on va faire au comité exécutif? On va s'occuper d'entériner, de challenger et entériner ou approuver les décisions du du comité d'inspection. Donc, des fois, il y a des gens dont on va malheureusement devoir limiter l'exercice ou demander de faire des stages et des cours pour se remettre à jour. Il y a des situations où certains pharmaciens doivent être arrêtés de pratiquer pour des raisons médicales. Il y a de juger si certains pharmaciens qui seraient l'objet d'une poursuite au criminel qui est condamnable pour une sanction de plus de 5 ans de prison s'il y a un lien avec la pratique, s'il y a lieu, si vous tuez quelqu'un, ben ça se peut qu'on vous suspende temporairement de l'ordre parce que il y a peut-être une situation où ça pourrait être dangereux de vous retrouver dans une pharmacie. Donc, des situations qui arrivent comme ça. Si une pharmacie ou un pharmacien est poursuivi au civil, on va regarder aussi la poursuite parce qu'il est jugé s'il y a lieu d'envoyer une inspection du syndic dans certaines situations. Fait que ça, il y a un rôle au comité exécutif, je dirais un peu de juge ou de jugement des pairs dans certaines situations qui sont décrites dans le Code des professions. Les relations avec le conseil, je vous expliquais que j'envoyais beaucoup d'emails, mais à tous les matins, on reçoit une revue de presse. Il s'est parlé de pharmacie, il s'est parlé de le ministre à quelque part, s'il y a eu certains dossiers comme l'aide médicale à mourir, s'il y a eu des trucs qui se passent, on va le recevoir dans la revue de presse. Comme vous savez, la ministre Bélanger va déposer sous peu la nouvelle version du projet de loi sur l'aide médicale à mourir.
les interventions dans les médias. Donc, si ça parle de pharmacie à quelque part, on va le savoir aussi. À chaque conseil d'administration, j'envoie aux administrateurs une présentation PowerPoint qui décrit tout ce qui se passe chez tous nos produits, nos parties prenantes. Fait qu'ils savent qu'au Collège des médecins, présentement, ils sont préoccupés par ceci, cela, ils ont fait ceci, cela, à l'ordre des infirmières, à l'ordre des hôpitaux, à l'ordre des dentistes, à l'ordre des vétérinaires, même chose pour les associations médicales, nos parties prenantes en pharmacie, etc. Donc, c'est super important de savoir ce qui se passe. Puis ça, je fais ce travail-là pour tenir au courant les membres du conseil. Le président du conseil est évalué, a des objectifs, est évalué 2 fois par année. Il y a un comité spécial qui évalue le président et la directrice générale. Et essentiellement, donc, il ne faut pas penser que parce que tu es président, tu fais ce que tu veux. Le conseil d'administration va te fixer des objectifs et il va évaluer si tu les as atteints. Des fois, on les atteint, des fois, c'est décalé dans le temps. Mais il faut comprendre qu'on a un travail à faire. Pourquoi on a mis ce système-là? Ben, essentiellement, avant, les présidents n'étaient pas évalués chez nous. Pas que ça causait problème, mais on s'est dit que ce serait bon de mettre ce genre de mécanisme-là en place parce que si on avait un président ou une présidente qui, si vous me permettez l'expression, partirait sur une chire là, puis se mettrait à faire des choses qui ne sont pas en lien avec les décisions du conseil, ben, on n'a pas de façon de mesurer ça puis de dire, ben là, tu es peut-être rendu au moment où tu devrais démissionner. Et dans d'autres ordres, on a eu des situations où les présidents ont eu des événements un peu plus malheureux là, et que ça a mené à des gros conflits au conseil. Donc, c'était l'idée derrière les objectifs et l'évaluation. Et une fois par année, on fait un meeting avec tous les présidents de comité pour voir s'il y a des enjeux de fonctionnement, s'il y a un manque de ressources, si ce qui est supposé être travaillé fonctionne bien, etc. Donc, ça, c'est des choses que je fais aussi. Le président a une relation spéciale avec le bureau du syndic. Comme vous le savez, le syndic est indépendant dans ses enquêtes et en général, il n'y a personne qui sait qui est enquêté, à moins que la personne qui est enquêtée le rende public ou en parle. Mais le président a le privilège de pouvoir demander si un membre est sous enquête et de savoir où ça en est. Alors, pourquoi ça existe, cette situation-là? C'est parce que moi, si je reçois un appel d'une pharmacienne ou d'un pharmacien, je dis Bertrand, j'aimerais ça te rencontrer, puis jaser avec toi. Puis, je ne savais pas, mais c'est pour discuter d'une enquête, je ne me mêlerai pas du dossier. Je ne me mêle pas des enquêtes. Mais pour éviter des rencontres inopportunes où je pourrais être mis un peu sur le spotlight, ça, c'est une chose que je peux faire. L'autre chose, c'est que je peux demander ce genre d'informations-là si, pour une raison ou pour une autre, je pense qu'il y a une situation qui pourrait être évitée ou on me fait part de quelque chose, quelqu'un va m'appeler, dit Bertrand, cette pharmacie-là, c'est tout croche, vous devriez envoyer quelqu'un, tout ça. Bien là, je peux vérifier si c'est déjà en cours. Mais cette information-là que je reçois du syndic, je ne peux pas la partager avec personne, ni la directrice générale, ni le CA. C'est pour mon information, pas pour ma protection, mais pour m'assurer que je ne me mette pas les pieds dans les plats à quelque part et que je ne me mêle pas des situations d'enquête. Donc, on s'appelle une fois de temps en temps, on a quelquefois des rencontres et il y a des situations où s'il y a une plainte qui est déposée au bureau une demande d'enquête, le syndic fait son enquête et décide de ne pas porter de plainte disciplinaire. Les plaignants, que ce soit le public, les autres pharmaciens, la RAMQ, les assureurs, peu importe qui, peut porter la décision de ne pas porter plainte contre le pharmacien en révision. Et ça, on a un comité qui s'appelle le comité de révision, qui est composé de membres du public et de pharmaciens qui ne sont pas au conseil d'administration. Et le comité de révision va réviser la situation. Tous les documents d'enquête va dire, ben, nous, on recommande pas qu'il y ait de plainte disciplinaire et ça finit là. Ou ben, ça finit pas là. En fait, le plaignant pourrait décider de porter plainte lui-même, mais ça arrive rarement. Et si le comité de révision dit non, nous, on pense que le syndic aurait dû porter plainte, ben, ils vont demander au conseil d'administration de nommer un syndic ad hoc. Un syndic ad hoc, c'est un pharmacien qui va jouer le rôle de syndic, mais qui n'est pas un employé de l'ordre, qui est un pharmacien indépendant, qui va mener l'enquête de façon indépendante. Là, évidemment, cette personne-là, il faut qu'elle reçoive un peu de training. On a quelques pharmaciens et pharmaciennes qui font ça, qui ont les connaissances et qui ont un peu d'expérience. Et eux, je vais suivre ces dossiers-là
parce que eux autres, ils n'ont pas de lien avec le bureau du syndic. Fait que c'est avec moi qu'ils vont correspondre. J'ai pris tel procureur, je suis rendu là, il va se passer telle chose, je vais déposer plainte ou pas plainte, etc. Donc, j'ai une relation plus étroite, je dirais, avec les syndics ad hoc, là. Au moment où on se parle, on a 2 situations de syndic ad hoc, mais il y a des fois, il n'y en a pas, des fois, il y en a plus. Mais en général, c'est ce qui se passe. Autre activité du président, s'occupe des affaires internationales. Ce n'est pas quelque chose qui nous occupe très souvent, mais on fait partie d'une organisation qui s'appelle la CIOP, Conférence internationale des ordres de pharmaciens francophones. Donc, on collabore avec nos collègues francophones, français, belges, monégasques, suisses, libanais, marocains, algériens, tunisiens et toute l'Afrique francophone. En théorie, on se voit 2 fois par année. En pratique, on se voit en personne 1 fois par année ou au Congrès international des fois, mais pas tous les ans. Évidemment, pendant la pandémie, on ne s'est pas vu. On a fait des Zooms. On est souvent sollicité pour des conférences, des panels. Donc, j'essaie dans la mesure du possible d'accepter quand je peux. On va à remise des sarraux des universités, collation des grades, etc. Et dans le cadre de la COVID, on était impliqué là, un peu plus dans les comités cliniques du ministère. Puis, j'ai coordonné avec Manon là, ce qu'on appelle le groupe cellule externe de l'ordre. Donc, des gens de l'ordre, mais qui étaient en charge de discuter avec les parties prenantes à l'externe. Donc, ça fait pas mal. En gros, avant de prendre vos questions, je vous dirais que le rôle d'administrateur, le rôle de président est assez bien défini, encadré. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. On a une responsabilité envers nos collègues là, sur le terrain, en officine, en hôpital, là, en GMF, que tout se passe bien, qu'on ne fasse pas trop de folie, puis qu'on ait de l'air pas trop fou. On est évalué. Le travail, c'est un travail d'équipe. Tout ce que vous voyez qui se passe bien, vous pensez qu'on fait une bonne job, ben, c'est jamais une personne, c'est souvent plusieurs personnes. Les décisions qu'on prend, on les prend en groupe au conseil d'administration. Le travail de la permanence, c'est souvent plusieurs personnes aussi. On travaille avec le comité de gouvernance pour toujours améliorer la façon dont on fonctionne à l'interne. Les comités sont super importants, ils font beaucoup, beaucoup de boulot. Les membres des comités, ce pas toujours des membres du conseil, il y en a, mais il y a des membres des comités qui sont nommés, qui ne sont pas membres du conseil d'administration. Donc, comme vous savez, à tous les étés, on fait un appel de candidature. Puis, si on a des places sur les comités, on les compte comme ça. Et ben, c'est souvent une façon de commencer à s'impliquer à l'ordre aussi à travers les comités. Donc, qu'est-ce qui va se passer en 2023 après que nous, les administrateurs et le président sortant se passent? Ben, les dossiers importants, c'est l'indépendance professionnelle, qui est un dossier qui ne se règle pas en une année ou en un mandat, mais qui est un chantier, je dirais, permanent, révision du règlement 12D. Les futures activités, le plan santé. Alors, le ministre Dubé veut élargir la pratique des autres professions. Tous les ordres ont fait des demandes. Nous avons fait nos demandes, nous également, qui sont plutôt des complémentarités à ce qu'on fait déjà ou des assouplissements dans certains cas. La spécialisation au niveau de la pharmacie hospitalière, c'est un dossier qui est bien en vie et qui pourrait être inclus dans le plan santé là, si on dit oui à nos demandes. C'est certainement quelque chose qu'on continue de pousser de façon très agressive, tant avec le ministère qu'avec les politiciens. Les produits spécialités, la distribution, c'est toujours un enjeu. La télépharmacie, pharmacie numérique, c'est des choses qu'on regarde, qu'on suit, sur lesquelles on se pose des questions et qu'on monitore. Les CPO, les centrales de distribution, de préparation, etc. Le mode de rémunération, qui est plus un enjeu de la QPP, mais qui impacte la façon dont les pharmaciens vont pratiquer dans le futur. Mais évidemment, on a été consulté là-dessus, puis on continue de travailler en collaboration avec nos associations là-dessus. Donc, ça, c'est des choses qui vont continuer de se poursuivre après mai prochain. Alors, ben écoute, Nancy, moi, je serais prêt à prendre des questions. Je pensais arrêter à un moment donné, puis finalement, je suis parti. Fait que je n'ai pas arrêté, mais s'il y a des questions, ça va me faire plaisir de répondre. Oui, ben écoute, Bertrand, je pense que ta présentation a été tellement claire que pour l'instant, il n'y a pas de questions comme telles, mais moi, j'en ai une qui me vient en tête. C'est
Étant donné que l'Ordre, c'est un organisme réglementaire, est-ce que ça prend des connaissances juridiques pour être un administrateur ou même le président de l'Ordre? Ben, moi, je ne suis pas avocat, là, ça c'est clair. Je n'ai pas de diplôme en droit, je n'ai pas de certificat en droit. En fait, j'avais voulu commencer un certificat en droit. Pour le premier cours, à la première période, j'ai écouté ce qui se passait, moi, je ne reste pas ici. Alors, c'est sûr qu'il y a des aspects légaux là, qui sont souvent discutés, mais des lois, des règlements, des normes, des guides, il faut que ça vive aussi, puis il faut que ça corresponde à. Donc, la réponse, c'est non. Est-ce que c'est un atout? Bien sûr. N'importe quoi est un atout. Des connaissances en finance, des connaissances en gouvernance, des connaissances dans n'importe quel milieu. Tout est un atout. Est-ce qu'il y a quoi de absolument nécessaire? Je ne pense pas. Diane n'était pas avocate, je n'étais pas avocat. Les autres présidents avant n'étaient pas avocats. Il y a même un président qui n'était pas avocat, mais il est devenu après. Fait que, tu sais, c'est pas absolument nécessaire, non. D'accord. Puis, alors, c'est quoi les qualités qu'on recherche chez un administrateur? Puis, en termes de disponibilité, là, un administrateur doit être disponible, je ne sais pas combien de temps par semaine, par mois pour ces activités à l'ordre. Ouais. Je dirais que la disponibilité, c'est variable. Il y a des semaines qui ne se passe rien. La semaine, tout ce que vous faites, c'est recevoir des emails du président qui vous envoie un communiqué de presse, qui vous envoie il y a une nouvelle présidente à la ça ne prend pas de temps. Là. Les semaines où on a des conseils d'administration, il faut s'attendre à recevoir une semaine avant le package pour préparer la rencontre. En général, ça prend entre 3 et 6 heures là, de préparation, là, je dirais, peut-être plus parfois moins, dépendamment du volume de dossiers qu'on a. Fait qu'il faut, si vous dites, moi, j'ai un meeting le 19 avril, je vais recevoir mes affaires le 12 avril, cette fin de semaine-là, prenez-vous pas trop d'affaires là, parce que c'est sûr que vous avez des petits devoirs à faire. Autrement, ça dépend, les comités aussi, ça prend du temps, puis il faut que ça se prépare aussi. Il faut savoir que pour chaque rencontre, on est compensé. Les administrateurs, on reçoit un jeton de présence qui correspond à l'équivalent d'à peu près 11 heures de travail. Donc, 6, 7, 8 heures de meeting plus 3, 4 heures de préparation. Ça compense une grosse journée en pharmacie. Là. Si vous êtes pharmacien remplaçant, peut-être pas. Si vous êtes salarié, sûrement. Si vous êtes hospitalier, absolument aussi. Mais si vous êtes propriétaire, ben là, ça dépend comment vous organisez votre horaire, mais il y a une compensation. Normalement, la compensation, elle est réfléchie et elle est mise en place de façon à pas être plus payante que ce qu'on fait en pharmacie, mais pas moins non plus. Donc, puis les frais de déplacement, évidemment, sont couverts là, pour ceux qui restent à plus de 80 km là, du siège de l'Ordre. Si vous restez à Longueuil, il n'y en a pas. Si vous restez en Abitibi, oui, il y en a clairement. Quoi d'autre? C'est ça. Fait qu'on le sait d'avance. En général, c'est facile à planifier. On donne les dates plus d'un an d'avance. Fait que vous mettez ça à l'agenda, vous arrangez vos horaires autour de ça. C'est très, très, très faisable d'insérer ça dans n'importe quel horaire de pharmacienne ou de pharmacien, je pense. Puis, comment on fait pour se présenter comme administrateur ou président? Ben, vous avez toutes les indications sur la page de l'Ordre, évidemment. Il faut remplir un bulletin de candidature. Il faut que vous soyez appuyé par quelques collègues, là, évidemment, qui vont croire en votre candidature. Puis il y a les règles de campagne, oui, sont décrites aussi sur le site web. Là. On n'est pas. Mettez-vous pas des pancartes devant toutes les pharmacies. Là. Ça ne donnera pas grand-chose, ça coûte cher, puis c'est pas l'objectif non plus. Mais en général, les gens doivent prévoir une courte biographie, peuvent parler de ce qu'ils pensent des enjeux, comment ils voient l'avenir de la profession, etc. Je pense qu'en général, on a eu droit. De la part des pharmaciennes, des pharmaciens, des électeurs, électrices, à une certaine sagesse. Là. Ils vont souvent élire des gens qui ont des très beaux profils. Honnêtement, c'est rare qu'on ait des candidats qui n'étaient pas intéressants là, ou intéressés. Je pense que la principale qualité des gens qui s'engagent, c'est ça, c'est l'engagement, c'est la passion pour la profession, c'est d'être curieux, c'est de s'intéresser à tout ce qui se passe, d'être impliqué. Si vous n'avez pas, ben, je pense que si vous êtes déjà en ligne, c'est le cas, là, mais
Si vous n'avez pas ce genre de trip-là, ben, c'est peut-être pas la meilleure place où vous impliquer. Moi, je dis toujours aux étudiants en pharmacie, je donne un cours universitaire tous les ans, il faut que vous soyez des gens impliqués. Vous pouvez être impliqué dans votre milieu, ça peut être communautaire à l'endroit, ça peut être dans le sport, ça peut être dans les arts, ça peut être dans n'importe quoi, mais les pharmaciennes, les pharmaciens, on est des leaders de la société. Impliquez-vous d'une manière ou une autre. Il y en a qui sont dans des regroupements de gens d'affaires, il y en a qui sont dans les chambres de commerce, puis il y en a qui sont en profession. Ben, c'est ça. Nous, c'est une façon de montrer votre leadership et votre implication. Merci Bertrand. Je vois qu'il y a une question d'un membre qui a été posée, alors je te la soumets. Est-ce que les règles de campagne sont décrites sur le site web? Ben, cela, je peux répondre parce que on a préparé le site web, là, tout est sur la page élections, le règlement sur les élections, le guide pour comprendre le règlement, le guide d'application du règlement, en fait. Donc, tous ces renseignements-là sont sur notre site web. Vous allez voir sur la page d'accueil du site web, il y a un bouton élections. Vous cliquez là-dessus, vous lisez les infos, il y a un autre lien qui va vous mener à la page avec tous ces renseignements-là, tous les documents pour poser les candidatures et tout ça. On demande aussi est-ce que chaque candidat doit prévoir une courte bio et des positions pour mailing aux électeurs de la région avec des appels au vote. Et la dernière question, c'est est-ce que les votes seront électroniques? Alors, je te laisse répondre. Ben, alors, réponse, oui, courte bio, position, très certainement. Est-ce qu'on va faire un mailing aux membres? On ne fait plus ça des mailings, hein, c'est fini. Est-ce que les candidatures vont être sur le site de l'ordre? Je crois bien que oui. Ça va être fait. Et oui, pour la première fois cette année, on va procéder à un vote électronique. Donc, ça va se faire, les dates sont écrites sur le site web, là, mais essentiellement, il n'y a plus de bulletins de vote par la poste, c'est fini. Donc, ce que ça a comme avantage, c'est que le dépouillement va se faire très, très rapidement. Donc, je pense que de la date que ça finit, c'est quoi, le 3 mai, ça se peut-tu, 3-4 mai, dans ce coin-là? Oui. Bon, ben, une heure après, on va pouvoir annoncer les résultats essentiellement, quasiment, là, parce que ça se compte tout seul, évidemment. Plusieurs ordres ont fait du vote électronique avant nous. On utilise une plateforme qui est éprouvée par d'autres ordres avant nous. Donc, on n'est pas très inquiet là-dessus. Est-ce que ça augmente le taux de participation? La réponse, c'est non. En tout cas, ailleurs, c'est non. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des emails, là, je ne sais pas si vous êtes comme tout le monde, mais si vous avez 3000 emails dans votre inbox et que vous ne le voyez pas passer, ben, peut-être qu'on va essayer de faire des rappels, évidemment, là, mais on espère que les gens vont participer le plus possible, ça c'est clair. Bien, merci Bertrand. Je crois que ça conclut notre présentation. C'était très intéressant, très instructif. Je vais répéter que toutes les informations sont sur notre site web, bien sûr. On va vous tenir au courant tout au long de la période électorale là, pour les différentes dates, les mises en candidature, l'ouverture du vote électronique et tout ça. Vous allez recevoir des communications dans les semaines, dans les mois qui viennent. Ben, je rappelle pour aussi... les gênés qui ne voulaient pas poser de questions, qui sont curieux, mais qui ne sont pas sûrs, ben, vous pouvez m'envoyer des textos, vous pouvez être sur Messenger, vous pouvez m'envoyer ça par n'importe quelle façon que vous voulez. Il y a une autre affaire qui marche encore très bien, ça s'appelle le téléphone. Et ben voilà, ça va me faire plaisir de vous répondre si vous avez des questions plus spécifiques. Parfait. Merci beaucoup, Bertrand. Puis, c'est ça, je rappelle aussi qu'il y a d'autres administrateurs qui nous ont fait des vidéos pour vous expliquer un peu c'est quoi leur rôle. Tout ça, ça va être sur le site web. Et je souhaite bonne chance à tout le monde en espérant qu'il y ait beaucoup de nouveaux candidats qui vont se présenter cette année. Alors, j'espère que ça vous a plu. L'enregistrement va être disponible sous peu. On va vous envoyer le lien pour revoir le webinaire si ça vous intéresse. Alors, moi, je vous salue et Bertrand, je te laisse dire un dernier mot, le mot de la fin. Une profession qui progresse, une profession qui est en vie. C'est une profession où les gens s'engagent pour gérer les enjeux. Alors, c'est une place. Les autres associations aussi, les comités, peu importe.
Si vous levez la main, il y a des gens qui vont vous remarquer, puis qui après ça, qui vont vous contacter, puis qui pourraient même voter pour vous. Fait que n'hésitez pas. Merci. Bonne soirée. Salut, ciao.